voilà, une invitation pour coordonner cette table ronde. Et qui a pour intitulé la question de la négritude, non? La négritude, pauvreté, performance, une étude avec le Red Spiegelal. Et donc, ce qui va être d'abord commencer par Céline dans le cadre. Céline, elle est comédienne, enseignante, chercheuse, travaille à l'université de Rio Grande do Sul, dans le département théâtre, et donc a fait sa licence, son master et son doctorat en sciences de l'éducation, et à l'université de Rio Grande do Sul, où elle enseigne. Et ses domaines de recherche sur l'actualisation théâtrale, les pratiques scéniques et les relations ethnico-raciales et genre. Elle coordonne le groupe de recherche Ginga. Ginga, là, c'est le mouvement du corps. Et donc, tout à fait dans le sujet qu'elle enseigne. Voilà. S'il y a des difficultés de langue, j'essaierai aussi d'aider à cette traduction. Très bien, on va commencer donc. Pardon, je n'ai pas présenté les personnes qui vont aussi parler dans la table, Mathéo et Céline. Non, pardon, Laurence. Ça va démarrer. J'aimerais commencer ma communication en saluant toutes les personnes présentes, les plus âgées et les plus jeunes, et dire ensemble, nous formons cette grande circularité qui est l'existence elle-même, la vie. Car toutes et tous nous précédons quelqu'un et succédons à d'autres. Je tiens à remercier les professeurs Gilbert Lickli et Graça dos Santos pour l'organisation de cet événement. Je voudrais également vous dire à quel point je suis heureuse de partager avec ces groupes de chercheurs et chercheuses des problématiques qui nous sont si chères. Donc, là, le titre de ma communication, Négritude, pauvreté et performance, une étude avec la Rede Spiralar incluse Porto Alegre, Brésil. L'objectif de mon intervention aujourd'hui est d'examiner le travail d'un collectif artistique formé par des jeunes hommes et femmes noirs du sud du Brésil, la Rede Spiralar incluse, que je pourrais traduire simplement comme réseau espiralier croisé, dont laissant de nom, j'espère mieux préciser plus tard, en établissant un lien entre certains aspects de l'existence de ce réseau au concept de pauvreté, de négritude et de racisme. Aussi, cette communication vise à présenter l'idée qu'au Brésil, on ne peut pas penser à la pauvreté sans la recouper avec les notions de négritude et de racisme qui structurent toute notre société. Je m'efforcerai malgré les peu de temps dont je dispose et mon manque de maîtrise avec la langue française, de vous parler brièvement de ces collectifs pour pouvoir ensuite réfléchir aux relations entre négritude, pauvreté et racisme. Le collectif Rede Spiralar Incluse est un groupe de jeunes artistes noirs, des hommes et des femmes, qui avaient entre 20 et 25 ans au début de la recherche du terrain en 2022. Ces groupes viennent des zones périphériques de la ville de Porto Alegre, où certains vivent encore avec leurs familles. Ils se nomment donc Rede Spiralar Incluse et racontent que leur collectif artistique a été officiellement créé en 2020
lors de la pandémie de Covid-19 à Porto Alegre, dans le sud du Brésil. Gabriel, l'un des acteurs interrogés, explique que le nom du collectif est lié à l'idée d'un réseau rede en portugais, avec un maille de fils qui se rencontrent, se mêlent et poursuivent leur chemin. Aussi, si on réfléchit à l'image du hamac, également rede en portugais, il est quelque chose qui tient ou qui soutient ce qui pourrait être une personne au repos, un projet de théâtre ou une idée. Je cite: nous nous identifions ainsi comme un réseau d'artistes noirs qui créent dans le domaine de l'art visuel, de la performance et du cinéma. Si vous regardez notre travail, il s'agit de ça, des performances, des pièces de théâtre et des films. Fin de citation. Le réseau Espiralar Inclusa a été nommé ainsi en raison de la perception qu'ont les participants et les participantes à la fois des expériences multiples des membres du groupe et de la relation collaborative d'idées, des compétences et des possibilités, ainsi que l'idée des carrefours, c'est-à-dire de la manière dont différents chemins et expériences se rencontrent dans les pratiques du réseau. Il s'y consacre donc au travail artistique en parcourant les langages du théâtre, de la performance et de l'art visuel, en partant toujours des références non hégémoniques pour, à travers ces œuvres, inventer des moyens de comprendre et de transformer les effets de la relation avec une société qui, à différentes échelles, est raciste, excluante et oppressive envers les corps jeunes et noirs. Un exemple, mais les spectacles sobrevivent antes que o baile acabe, survivent avant la fin de la danse. Ces œuvres a été qualifié de espetáculo, jonction des mots spectacle et noir en portugais. Un terme adopté par l'équipe des acteurs, actrices et mises en scène pour désigner un projet conçu, écrit, joué et mis en scène par des personnes noires. Dans ces spectacles performances, le réseau Espiralar a travaillé avec des références individuelles et collectives que chaque membre de la troupe avait vécu dans son parcours de haute compréhension en tant que personne noire. À ce sujet, l'actrice Mayara déclare, je cite: « Nous ne sommes pas tout pareils, nous ne sommes pas toujours d'accord, nous ne sommes pas qu'une seule chose. Nous nous sommes réunis parce que nous avons compris la puissance d'être ensemble en communauté comme celle issue du marronage, aquilombamento en portugais, et le pouvoir du collectif dans nos vies et dans nos pratiques artistiques. » Fin de citation. Dans les conversations que nous, M. Icle et moi-même, avons eues avec eux, nous avons discuté au sujet de la relation entre la création et les précarités. En particulier, nous les avons interrogés sur les principales situations de précarité auxquelles ils sont confrontés dans leur travail. Mayara a déclaré, je cite: « Je pense que l'une des plus importantes sources de précarité du collectif lui-même est le fait que tout le monde travaille à l'extérieur. Certainement, l'une des situations les plus difficiles pour nous aujourd'hui est le fait de devoir exercer notre activité à côté un autre boulot afin d'entretenir notre vie personnelle et financière, tout en préservant notre vie en tant que réseau de création artistique. Les réseaux dépendent de notre temps libre, mais il faut d'abord garantir sa propre vie, les aspects financiers de sa vie personnelle, les loyers, ce que l'on va manger, comment payer ses factures,
pour seulement ensuite s'investir de ces projets. Ce projet en référence au travail artistique du groupe. Fin de citation. Ce témoignage est assez révélateur de cette manière de construire les rapports à survie et l'occurrence à précarité. Il s'agit avant tout des obstacles qu'elle génère, mais aussi des moyens de contourner les impossibilités. En poursuivant notre conversation, nous leur avons proposé d'imaginer ce qui changerait dans le travail s'ils recevaient un financement important qui leur permettait de remédier à la précarité. Les réponses du collectif ont été que ce qui changerait, ce seraient les conditions de création. En d'autres termes, le travail deviendrait viable, possible d'une manière qui n'est pas aujourd'hui qu'un rêve. Tout comme ce que le professeur Gilbert Wick nous fait découvrir hier à propos du collectif Contadores de Mentira. Le réseau Espiralar aussi reste attentif et fort de ses convictions. C'est pourquoi la forme artistique de protestation et de résistance au racisme systémique que nous entoure au Brésil est fortement présent dans le travail et dans les discours du collectif. Cela est très évident lorsque Gabriel, l'un des autres acteurs du groupe, déclare, je cite, « Je pense que les réseaux Espiralar comptent un certain nombre de personnes dotées d'un esprit critique très aiguisé. Ce sont des gens qui pensent au monde, ils pensent à leur monde à partir de la perspective de lieu d'où chacun vient, où il vit. Je crois que cette expérience a apporté une pensée critique qui est impossible d'ignorer, car ce serait un choix très brutal de vouloir l'ignorer. C'est ça. Je ne pense pas que nous changerions d'un point de vue idéologique. Fin de citation. Apparemment, ils n'imaginaient pas changer leurs convictions esthétiques, mais même si la précarité ne marquait plus leur quotidien. Depuis notre première rencontre du réseau international d'études de la présence autour du thème performance et pauvreté, plusieurs d'entre nous ont éprouvé un certain malaise provoqué par ce thème et par la difficulté de proposer une recherche sur le thème de la pauvreté. Or, il s'agit avant tout de savoir comment formuler et mettre en valeur sa proposition de recherche dans les groupes de travail, dans les espaces, dans les communautés, bref, auprès des participants et participantes à la recherche. Comment aller sur le terrain avec l'intention de discuter et d'apprendre avec des personnes vivant dans la pauvreté? Comment éviter de provoquer la gêne ou des impasses éthiques avec une telle proposition? Ces impasses auxquelles nous avons été confrontés depuis l'étape de l'art proposé par notre professeur coordinateur Gilbert Wickle m'ont fait penser dans un premier temps à mon propre objet de recherche et à mes engagements militants, à savoir les relations ethniques raciales au Brésil et en particulier la lutte antiraciste. Voyons comment j'articule la question du racisme avec les concepts de négritude pour mieux comprendre la question de la pauvreté, pour mieux comprendre comment la question de la pauvreté prend forme dans notre société. Les conversations que j'ai eues avec les collectifs artistiques Espiralar Incluse me rappellent que nous envisageons la pauvreté sous un angle multidimensionnel car, comme l'a souligné M. Hickle dans notre première dossier de recherche, je cite, pendant longtemps, la pauvreté a été associée au manque, au fait de manquer des éléments matériels. La pauvreté a été
traité comme un manque d'argent et ou des mauvaises conditions économiques. Ces genres de conclusions, encore aujourd'hui, lient la pauvreté à la misère, les extrêmes pauvretés et l'absence de nourriture suffisante pour survivre confortablement. Fin de citation. Cependant, vivre dans une situation de pauvreté est bien plus complexe que le seul manque. Nous avons également appris de Paul Speicher que la pauvreté recouvre de nombreuses significations. Partant de la pauvreté en tant que besoin matériel et en passant par les contextes économiques, par la classe économique et par les relations sociales. Malgré toutes ces définitions, c'est ce que Speicher 2007 appelle les concepts moraux de pauvreté qui m'aident à réfléchir aux relations avec le racisme et la négritude, car, je cite, lorsque nous disons que des personnes sont pauvres, nous ne disons pas seulement qu'elles ont des besoins, qu'elles souffrent de difficultés ou qu'elles sont défavorisées. Nous disons que c'est grave et qu'il faut faire quelque chose. Fin de citation. Dans les dossiers que je viens de mentionner, on lit également. L'axe moral se déploie également un problème éthique si l'on prend en considération la manière dont les personnes pauvres vivent, pensent et perçoivent la pauvreté dans laquelle ils sont immergés. Fin de citation. J'aimerais me servir de cet aspect qui touche à la morale pour réfléchir à la pauvreté dans sa relation avec le racisme et la manière dont les personnes noires avec lesquelles je travaille et avec lesquelles je suis en relation s'y positionnent par rapport à la pauvreté. Nous vivons dans un pays, le Brésil, mais j'osais dire dans un monde qui est encore profondément raciste en raison des relations coloniales et esclavagistes, pas encore effectivement comprises, ni réfléchies, ni discutées. En plein XXIe siècle, nous sommes signataires de relations racialisées qui rabassent certains groupes ethniques et raciaux, les agressent et menacent leur existence de multiples façons. Ainsi, les personnes noires souffrent de violences, des préjugés, des discriminations contre leur corps, leur religion, leur épistémologie, leur histoire, etc. Sous différentes formes, c'est un fait au Brésil, en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, en Europe et même en Afrique comme un effet de la présence européenne. En rapprochant cet aspect moral de la pauvreté et le racisme structurel que nous connaissons, j'ai réalisé à quel point il est impossible de parler de pauvreté sans penser au racisme, car l'héritage du système esclavagiste a mis en place de multiples stratégies pour refuser à la population noire l'accès aux droits les plus fondamentaux, tels que la vie elle-même, la santé, l'éducation, le travail, le logement et les loisirs. Pertinemment, le travail du réseau Espirala Inclusa problématise et met en lumière les différents enjeux de cette relation. Selon les mots de la philosophe brésilienne Sueli Carneiro, je cite, le racisme et la discrimination produisent des exclusions dans l'accès à l'éducation, dans les possibilités d'accéder au cycle formel d'enseignement et de les terminer. Il empêche de voir reconnue et valorisée la diversité des apports des différents groupes ethniques et raciaux et de leur culture au patrimoine de l'humanité. Fin de citation. En effet, à contre-courant de ce processus de discrimination raciale, le travail du collectif artistique analysé ici implique une sorte de combat. En d'autres termes, parallèlement au processus d'instauration du racisme et
en opposition et en résistance à lui, les luttes noires ont, elles aussi, été instaurées. C'est justement dans le cadre de ces luttes que surgit le concept de négritude. La négritude est un concept proposé par Aimé Césaire, Léon Gontran Damas et Léopold Sédar Senior, trois intellectuels noirs venus du pays colonisé par la France. Il s'agit, en fin de compte, d'une stratégie d'affirmation ou de réaffirmation d'un groupe social qui a été historiquement converti en un autre par le racisme. Ainsi, la négritude se situe dans le champ d'un mouvement d'idées et de pratiques qui s'empare de la notion de race pour la démystifier et vaincre le racisme. Cette opération noire de la négritude est au cœur de l'œuvre et de l'esthétique de la Rede Espiritual Inclusa parce qu'elle est au cœur de ses membres. En tant que femme noire, chercheuse, enseignante, artiste, ayant travaillé avec des collectifs noirs, je me rends compte que la pauvreté n'est pas une question au sein d'un inconvénient qui cause de la gêne ou un problème moral auquel les personnes noires ne veulent pas être associées. La malaise morale qui suscite le mot pauvreté est probablement plus nettement liée à la classe moyenne blanche. Pour les personnes noires, en revanche, la pauvreté apparaît davantage comme un obstacle à la réalisation de leurs projets. Elle est l'incarnation de l'impossibilité de problèmes à résoudre, à surmonter, à remédier dans une certaine mesure et de multiples manières. Il existe de nombreuses stratégies pour cela. Se rassembler, se réunir en communauté afin de développer des possibilités basées sur les collectifs. Il s'agit de lutter pour l'accès à des espaces refusés, de créer de nouveaux espaces, de travailler avec des échanges, entre autres alternatives. Le fait est que la pauvreté pour les personnes noires, et cela est très évident lorsque l'on parle aux jeunes artistes du réseau Espirala, semble être quelque chose à surmonter pour accéder à ce qui jusqu'alors était à peine accessible ou presque inatteignable en raison des facteurs historiques, politiques et sociaux, plutôt que quelque chose à déplorer ou à éviter par gêne. La malaise morale de la pauvreté qui nous inquiète tant dévoile cette relation très caractéristique de la culture colonisée du Brésil qui a construit une relation indissociable entre la pauvreté et les personnes non blanches. Il s'agit, comme on le voit, des paradigmes qui placent toujours un autre à place de la pauvreté, un autre invariablement racialisé et genré. Je crois que pour réfléchir à la relation entre performance et pauvreté, au-delà des stéréotypes, nous devons avant tout changer radicalement nos façons de penser, nos perceptions des mots. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Céline pour cette clarté dans tes mots en français et pas qu'en français, dans l'éclaircissement de différentes notions qui sont au cœur de votre travail. Disons, il y aura assurément des matières à discussion aussi par rapport au concept que vous avez utilisé, la manière comment vous les nommez avec la définition pour éclaircir le travail, notamment de ce groupe et votre travail. Merci. Merci. Alors, on va donner suite à la table ronde, maintenant avec Matteo.
Matteo qui est professeur à UFPA, à l'université de Bahia. Et donc Matteo il est acteur, capoeirista, chercheur, enseignant. Donc il coordonne aussi actuellement un programme d'enseignement online, de formation, éducation et théâtre, et dans son domaine de recherche, notamment dans son doctorat, il a développé des notions, on a travaillé autour de la notion de la présence, du jeu sonique et de la poétique de l'acteur, que j'ai d'ailleurs eu le plaisir de faire partie du jury. On ne s'est jamais rencontrés, finalement on s'est rencontrés personnellement, c'est un plaisir. Donc Matteo, l'intitulé de son intervention, performativité du genre et de la sexualité dans la pratique de la capoeira. C'est ça. À vous. Merci à tous. Cette intervention intitulée Performativité du genre et de la sexualité dans la pratique de la capoeira est le résultat d'une recherche qui a commencé en 2020 dans le cadre du réseau international d'études de la présence. Dans cet article, j'ai l'intention d'aborder les questions soulevées lors de la première étape de la recherche, menée jusqu'en 2023, en présentiel et à distance, à travers l'analyse des données d'entretien avec 3 pratiquants de la capoeira. Les 3 capoeiristes étant déjà enseignants dans leurs groupes respectifs, exerçant dans la différents États du Brésil et qui s'identifiaient comme LGBTQIA+. La capoeira, qui est une manifestation culturelle brésilienne reconnue comme l'un des symboles de l'identité nationale et ni de tradition ancestrale des peuples afro-descendants et amérindiens qui se sont battus pour l'autodétermination du pays. Les mouvements, la musique, l'instrument et l'occupation d'espace sont des produits de la corporité noire, améliorés et transmis depuis des siècles, presque exclusivement par l'oralité et les histoires anciennes pour les maîtres et maîtrises du savoir de la capoeira. Je pratique la capoeira depuis 20 ans et mon développement dans la pratique s'est fait simultanément avec le processus de reconnaissance de ma sexualité. Une des perceptions que j'avais à fil des années était que je ne connaissais pas des personnes, notamment d'hommes ouvertement LGBTQIA+, dans un cercle de capoeira que j'ai fréquenté. S'être étranger est devenu une problématique que j'ai commencé à questionner à fil de temps. Pourquoi ne veux-je pas des personnes ouvertement LGBTQIA+, qui pratiquent la capoeira, du moins des personnes se sentant suffisamment à l'aise pour exprimer et rendre visible leur orientation sexuelle dans le milieu de la capoeira. Ainsi, à partir de cette perception, j'ai compris qu'il sera important de rechercher d'autres témoignages qui m'aideraient à mieux comprendre ce était réellement décisif pour que persiste le sentiment de non-existence des personnes LGBTQIA+, au sein de la capoeira, et c'est en partant de 2 hypothèses. La première,
Les personnes LGBTQIA+, comprennent qu'elles ont besoin de taire leur orientation sexuelle pour survivre dans la capoeira. Le deuxième, les personnes LGBTQIA+, comprennent le corps comme inadéquat à la pratique et au processus d'entraînement de la capoeira. Cependant, en évitant 3 personnes qui enseignent la capoeira, je me suis rendu compte qu'en plus que de ces 2 hypothèses présentées dans les premiers temps, la sexualité et les genres sont aussi entraînements liés aux questions de racialité et de la vulnérabilité sociale qui se créent dans les processus de marginalisation de son corps dans la capoeira et dans la société. Au corps de chrétiens ont été abordés la manière dont la personne a commencé à pratiquer la capoeira et la façon dont la perception de son propre corps a changé au fil des années de pratique. Les aspects liés à l'orientation sexuelle et aux conditions financières ont également été interrogés dans le but de comprendre comment ces problématiques interféraient dans leur formation et comment elles interfèrent dans leur pratique d'enseignement de la capoeira. 2 femmes homosexuelles cis ont été interrogées, identifiées comme intervier M et intervier K, et un homme cis bisexuel identifié comme intervier F. Les 3 se sont identifiés comme des personnes noires avec plus de 20 ans de pratique de la capoeira et ayant terminé des études supérieures. Les 3 déclarant avoir un revenu allant jusqu'à 3 000 reais de salaire mensuel, provenant d'autres activités et, dans le cas d'une personne interrogée, complètement par la capoeira. L'anonymat a été préféré en étant compte du fait le témoignage pourrait générer un certain type d'exposition qui pourrait leur nuire dans le groupe de capoeira. En reconnaissant les tensions qui provoquaient les questions de genre et de l'orientation sexuelle dans la pratique de la capoeira, dont l'approche confronte à un processus de hiérarchisation, c'est ça, qui privilégie les hommes cis hétérosexuels, je cherche à comprendre comment la performativité LGBTQIA+, est vécue dans la pratique de la capoeira et comment elle contribue à changement des paradigmes de cette culture. Pour cela, je pars de l'argument selon lequel la discussion ici repose bien la tension existant entre le nécessaire maintien dans la pratique de la capoeira d'une tradition fondamentale et les besoins urgents de revoir certains comportements qui ne sont plus aujourd'hui acceptables. Cela met en évidence la nécessité d'un changement dans les processus de formation dans le but de garantir la pratique de la capoeira soit émancipatrice et actualisante pour la diversité du corps.
Selon Martiello, bien que la capoeira est pour maîtrise ancestrale et le désir de libération des corps, on a pu s'allonger de cette compréhension. Ce n'est qu'en reconnaissant les aspects de la diversité d'orientation sexuelle, de genre, de race et de la classe sociale de la capoeira, à travers une pensée contre-hégémonique qui est possible de reconnaître la capoeira étant qu'une action directe, libératrice et de la resignification des subjectifs de résistance culturelle, d'éthique, esthétique, à la fin de la citation, la reconnaissant à matrice ancestrale. La capoeira a résisté au siècle en intégrant les éléments culturels et les comportements du espace et du temps dans lesquels elle est insérée. De cette manière, il n'est pas étonnant que la pratique de la capoeira insérée dans un contexte patriarcal toujours en vigueur dans le pays et associée à une dynamique hiérarchique porte encore aujourd'hui la compréhension tacite de l'image de l'homme viril comme référence prédominante de son corporalité. En observant les portails électroniques proposés pour l'enfant, ils font je ne sais pas comment se dit, Instituto do Patrimônio Cultural Brasileiro, eu não traduzo. Pour proposer pour l'institution, pour créer un registre national de pratiquants de capoeira, il n'est pas possible de vérifier le sexe et l'orientation sexuelle des personnes inscrites. Les portails n'est proposé par ce index. Cependant, lors de la sélection des personnes qui se déclaraient maîtres de capoeira, on peut constater que la grande majorité sont des noms d'hommes, ce qui révèle une nette inégalité entre sexes dans les processus de formation. En ce qui concerne la sexualité, le manque d'information ou affirmation sur la diversité sexuelle de la capoeira révèle en soi un processus de réduction au silence institutionnalisé. Ce constat est confirmé dans l'entretien, puis les 3 personnes interrogées ont déclaré percevoir une certaine forme de dissuasion à se déclarer LGBTQIA+. Et ont réalisé que cela arrivait illégalement d'autres personnes, notamment aux hommes. Ainsi, si la capoeira a pu résister aux diverses tentatives de son extermination, en étant même interdite, la présence des femmes et des personnes LGBTQIA+, a été également réduite au silence et affaissée de son historial, reproduisant ainsi les mécanismes de l'extermination. Selon Abreu, on peut penser à une LGBTQI-phobie d'État, puisqu'il existe une systématisation des actions qui favorisait l'invisibilité, l'effacement le manque de protection sociale et la violence envers les personnes LGBTQIA+, dans le but de maintenir une hiérarchie des genres, des races et de la sexualité.
Il est important de rappeler que même si la présence des femmes dans la capoeira est déjà une problématique évoquée dans le débat contemporain, la présence de cette référence masculine et hétérosexuelle reste en vigueur et imposée dans les pratiques de la capoeira. Cela devient encore plus évident lorsqu'on réalise qu'en plus de leur orientation sexuelle déclarée, les femmes LGBTQIA+, avec des marqueurs masculins, ont une plus grande possibilité que les hommes LGBTQIA+, avec les marqueurs féminins dans le cercle de capoeira. C'est fait révéler que le genre est directement lié à la sexualité, puisque selon Baliero et Risque, la sexualité et le genre s'entrelacent lorsque l'on considère la construction sociale de la masculinité est basée sur le déni du féminin, y compris la domination symbolique des femmes et de l'homophobie. On ne peut ignorer qu'il existe une difficulté d'autodétermination concernant l'orientation sexuelle, qui met à lumière diverses subjectivités autour de cette thématique marginale. Dans les témoignages des personnes interrogées, il est possible de remarquer différents niveaux en étapes qui impliquaient les processus d'assumer leur orientation sexuelle dans la pratique de la capoeira. Autre, la sphère familière et religieuse, l'étervier M rapporte qu'elle a dû faire face à des discours sexistes et homophobiques et croyant de perdre sa place dans les groupes face à son maître de capoeira si elle assumait sa sexualité. Par allure, je remarque que parmi les personnes interrogées, il avait une certaine difficulté à se déclarer en situation de pauvreté aussi. Même en reconnaissant que les groupes de capoeira étaient insérés dans un contexte d'espace précaire pour développer de ces activités sans équipement et dans les plus des cas sans rémunération de enseignants, les personnes interrogées comprennent qu'elles vivent dans une situation précaire, mais elles ne se reconnaissent pas comme pauvres parce qu'ils ont connaissance qu'il y a des gens dans une situation plus précaire qu'eux. Lorsqu'on lui a demandé s'il considérait vivre dans une situation de pauvreté, le KTF a répondu que non. Évidemment, bien sûr que non, car j'habite dans un quartier, dans un ensemble de quartiers, où il y a des gens pauvres et les très pauvres. Je suis pauvre, je travaille, j'ai mes revenus, j'ai payé mon lieu, j'ai partagé parfois mon logement avec telle ou telle personne, mais nous n'avons pas faim. Quand on veut aller au cinéma, on y va. Au centre commercial, on y va. On peut acheter quelque chose qu'on veut. Je suis pauvre. Et les gens plus pauvres sont ceux à qui
nous disons, non, cette famille a besoin de partenaires, de denrées alimentaires, des premières nécessités. Alors, nous faisons un cercle de capoeira parce que cette famille a besoin de se soutenir qui viendra du cercle de capoeira. Parce qu'à les pauvres aideront les très pauvres. C'est ça, c'est la fin de la citation. Depuis, on pense à la situation en général du groupe de capoeira, la situation de pauvreté devient plus claire. L'interview N, par exemple, cite la difficulté d'entraîner et maintenir en bon état un espace de formation et de pratique de la capoeira comme la principale difficulté financière à laquelle son groupe est confronté. En fait, l'interviewé K cite aussi la difficulté de trouver une rémunération par la bielle de enseignement de la capoeira, ce qui l'obligeant à travailler dans les autres secteurs d'activité pour subvenir à leurs besoins. S'il y avait, c'est une citation, s'il y avait un plus grand soutien financier, nous pourrons nous agrandir, nous offrir à la communauté environnante, c'est ça. Avec un plus grand soutien financier, je n'aurais pas besoin de travailler 8 heures pour et en même temps donner des cours de capoeira. Je pourrais me consacrer plus à la capoeira. Aller dans les quartiers pour faire connaître la capoeira, aller dans l'autre quartier, dans l'école, dans les crèches et en périphérie. Amener la capoeira comme l'instrument émancipateur qui elle est. Apporter notre culture populaire comme l'instrument de sauvegarde de cette identité noire et périphérique qui est la nôtre. Et l'élément culturel qui apporte cette fierté possible d'être noir et périphérique. Tout en permanent de comprendre la force et la richesse culturelle de notre ancestralité. Fin de citation. Les 3 personnes interrogées rapportaient avoir rejoint la capoeira à travers le projet social qui développe le travail de capoeira avec des groupes de personnes vivant dans des quartiers périphériques et défavorisés. L'interviewé K mentionne qu'en plus de nourrir ces personnes avec des activités physiques et de la culture populaire, elle s'y rend compte qu'elle a aussi besoin de le nourrir avec des aliments. Ainsi, elle s'organise pour proposer une collation à la fin de chaque séance de la formation qu'elle propose. La reconnaissance de l'existence des corps dissidents dans la capoeira devient urgente car elle contribue à la fois à comprendre comment cette pratique ancestrale peut aider au développement de notre corporité en relation avec la notion d'identité et contribue à la perception que la capoeira peut être réalisée par une diversité corporelle de corporité. Oui.
À cette fin, la nécessité de remettre en question une norme de corps hégémonique, ancrée à la hiérarchisation de la capoeira comme seule référence pour la pratique est évidente. Il existe le prétexte de foi avancée de sauvegarde des matrices culturelles de la capoeira, qui chercherait à préserver la tradition de la capoeira, utilisée pour contrecarrer la nécessité de changer les comportements. Cependant, il est néanmoins possible de maintenir vivants les fondements de la tradition de la capoeira, tout en opérant l'actualisation nécessaire, à condition qu'il y ait une compréhension collective, notamment parmi les maîtres et enseignants de la capoeira. Il a de la nécessité de repenser les processus d'obtenir les grades et les diplômes et permanents en accueil plus inclusif des différentes performativités des corps de la capoeira. De cette manière, on comprend que la culture et aussi de celle-ci, la tradition elle-même, sera invariablement transformée par l'espace et le temps dans lequel elle s'insère. De tels faits montrent que la performativité de la capoeira peut être préservée dans ses matrices culturelles, tout en lui permettant également d'assimiler les questions importantes de son époque, comme l'importance de reconnaître le respect de la diversité sexuelle et des genres à leur intersection et leurs intersections, ce qui donnera lieu à une redéfinition d'une identité nationale de la capoeira, une identité plus proche de celle de la réalisée, ainsi de la pluralité politique, sociale, culturelle et de ceux qui pratiquent de la capoeira à l'intérieur et à l'extérieur du Brésil. Merci. Merci Mathieu pour cette référence française. Pour cette idée que je pense qu'il y aura du matériel à continuer pour la discussion. Et pour ce que j'ai entendu, cette dimension entre d'un côté une entraide par rapport à la situation de pauvreté, par l'autre côté aussi les résistances que la capoeira a aussi d'accepter une diversité au niveau du genre. Et donc ce contraste m'a semblé intéressant à discuter, entre autres aspects de ton exposition. Merci. Merci. Alors, on va donner lieu maintenant à la dernière intervention de cette première table ronde. Disons que le titre collectif artistique et situation de pauvreté. Donc, dans tous ces exemples et dans tous ces contextes, il y a la dimension aussi du groupe qui travaille ensemble, et l'intégrité, l'entraide entre les personnes du groupe qui sont un aspect aussi fondamental de ces deux expositions. Et donc la dernière intervention, ça va être faite par Laurence Corbel, Dire la pauvreté. Laurence, elle est enseignante-chercheuse en esthétique à l'Université de Rennes. Elle a notamment publié un livre qui s'intitule Le discours de l'art écrit artistique, 1960-80, aux presses universitaires de Rennes.
et aussi bien que des articles qui concernent le sujet de l'écriture artistique dans toutes les dimensions, historiques, théoriques, critiques, performatives, fictionnelles. Donc, au sein de ces intérêts, le discours oral et désormais en forme orale et discours artistique. Parmi d'autres activités, Laurence a co-dirigé des colloques, la conférence d'artistes entre fiction, théorie et gestes artistiques de 2013 et la conférence comme performance 2017 et travaille actuellement dans ce rapport entre oralité, art et savoir. Art aussi, les arts vivants dans ses connexions avec d'autres langages artistiques, littérature, la philosophie, et la danse et les sciences humaines. À vous, Laurence. Merci. Je voudrais remercier à nouveau Gilberto et Grassa pour l'organisation de ce colloque. Et surtout, je voudrais vraiment remercier les participants brésiliens de faire cette performance, de parler français. C'est vraiment bien pour nous et moi je ne vais pas être capable de faire la même chose quand je serai à Porto Alegre. Et franchement, je sais que c'est très difficile et merci beaucoup de faire ça. Je pense que ça facilite les échanges malgré tout, qu'on puisse parler une langue, je ne sais pas si elle est dominante, mais un peu quand même peut-être. Dire la pauvreté, c'est bien sûr le point d'interrogation qui est le plus important dans ce titre, au sens de peut-on dire la pauvreté, comment en parler, comment la mettre en discours, comment produire un discours sur elle, et pourquoi, pour informer, pour expliquer, pour donner à comprendre, pour susciter la compassion ou l'empathie, pour raffermir le lien social, pour résister, pour lutter. Les enjeux de ces discours sur la pauvreté, de la pauvreté, sont donc multiples, sociaux, politiques, éthiques, épistémologiques et esthétiques aussi, comme on l'a déjà dit hier. Je vais passer vite sur certains points que j'avais prévu de développer, qu'on a abordés hier. Donc la question, peut-on la dire, ça renvoie aussi à faut-il la dire, voire la représenter. Quel risque y a-t-il à le faire? Et déjà, je pointerai deux risques qui me semblent assez, saillants, puisqu'on voit bien comment cette utilisation, voire cette instrumentalisation de l'art, signe l'abandon d'une forme d'autonomie qui peut préserver sa force critique et qui peut donc poser problème. Mettre l'art au service d'une cause, c'est toujours quelque chose qui fait question. Mais je dirais aussi, il y a un autre risque qui me semble tout aussi important, voire plus important, c'est celui qui consiste à esthétiser la pauvreté. Et c'est bien ce qu'on appelle en fait le misérabilisme, et qui a là une autre façon d'instrumentaliser la pauvreté, qui n'est pas moins problématique. Donc, outre ce problème qui va être celui qu'on abordera peut-être, que j'aborderai vite, qui est le passage d'une forme d'invisibilité à une exposition, à une mise en vue qui est loin d'aller de soi, dans le cadre de ce qu'on a pu dire sur le statut de ce qu'on appelle les pauvres, et de la question du spectacle, voire du spectaculaire. Donc je voudrais examiner, puisque je travaille sur l'oralité, comment ces prises de parole peuvent convertir, si elles peuvent convertir la domination en résistance, et comment elles le peuvent. Je dirais la domination que génère forcément la situation de pauvreté. Alors je dirais que j'ai fait la distinction, ça me semble important, entre des pratiques discursives qui sont non expertes, au sens classique du terme de l'expertise, mais qui sont portées par des expériences, par des formes de vie. Bon, il en a été question tout à l'heure avec Céline, et qui peuvent produire des discours émancipateurs plutôt que, et là encore la nuance est importante,
que des discours qui émancipent, hein, comme peuvent le faire les discours savants, les discours experts, mais ceux, au contraire, par lesquels on s'émancipe, des discours où il est possible de s'émanciper d'une pensée dont on n'est pas le sujet. Et c'est toute la différence importante, me semble-t-il, qu'il y a entre émanciper et s'émanciper, avec toute la critique qu'on pourrait, je mentionnerai pas, je ne développerai pas, mais qu'il y a chez, par exemple, Paulo Freire ou aussi chez Bell Hooks, qui hérite de sa réflexion, de la conception, la critique d'une conception bancaire de l'éducation, ou même celle d'une communauté d'apprenants chez Bell Hooks. Donc ces questions, elles ne sauraient, on l'a déjà vu hier, se poser sans être articulées à une autre qui me semble aussi très importante, et qui parle pas au sens on disait d'où tu parles dans les années 68, mais qui parle, c'est un sujet individuel ou collectif, c'est un sujet qui fait l'expérience ou l'épreuve de la pauvreté, et il me semble que c'est une question que je me pose tout le temps, qui a légitimité à parler de quelque chose dont il n'a pas l'expérience, en même temps que cette question de la nécessité d'une expérience pour pouvoir parler sur quelque chose soulève aussi un vrai problème. Donc, dire c'est quoi, hein. Alors là, j'ai mis, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai pris en photo ma boîte à outils pour cette communication. Donc il y a évidemment les livres de Guillaume Leplan, il y en a d'autres, hein. Il y a aussi des livres qui sont écrits en français, mais qui sont le produit de Brésiliens et de Brésiliennes qui m'ont vraiment beaucoup intéressé. Et c'est multilingue, d'autres comment dire, références. Alors, tenir un discours, j'ai repris ça, vous ne verrez pas, mais c'est pas très important. Au moment où Barthes réfléchit sur le séminaire qu'il donne, le séminaire Comment vivre ensemble, il réfléchit à un moment sur ce que c'est que tenir un discours. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment, il le dit en tant que personne, savante qui produit un discours, il dit bien qu'il y a toujours dans le langage virtuellement une forme d'intimidation. Alors on n'est pas trop dans la langue est fasciste, il a baissé d'un degré, mais néanmoins je pense que cette notion d'intimidation par un discours, c'est quelque chose dont on a tous fait l'expérience, et ça me semble être aussi un facteur extrêmement important dans comment on tient son discours, qui le tient et à qui il s'adresse. Tenir un discours, faire face à un auditoire, et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il revient à cette pratique savante académique, mais parfois elle est intéressante, et revient à l'étymologie de discourir. Tenir un discours, c'est discourir, et il dit bien, là on a une forme de parole qui vient de discursus discouro, qui est courir de tous les côtés. C'est-à-dire qui fait place à une forme d'argumentation qui va se déplier, à quelque chose qui explore, à quelque chose qui tâtonne, à une forme de parole essayiste un peu, et qui permet aussi sans doute d'échapper à la parole académique autant que c'est possible. Autant que c'est possible. Donc il y a discours et discours, des pratiques donc de prise de parole différentes, selon qu'on est expert ou pas, spécialiste ou amateur, savant ou profane, et j'ai donc sélectionné différents types de paroles. Que je vais mettre aussi sous celle, puisqu'on a parlé de méthode hier, de méthodologie, et j'ai trouvé extrêmement intéressant le fait de faire de la méthodologie, de donner à la méthodologie une dimension performative. Je trouve aussi que cette citation de Walter Benjamin est intéressante, puisqu'elle dit « Une démarche scientifique se caractérise par le fait qu'en trouvant de nouveaux objets, on développe de nouvelles méthodes. » Donc ça, exactement comme la forme en art, ce qui m'intéresse, c'est le parallèle. Se caractérise par le fait qu'en conduisant à de nouveaux contenus, elle développe de nouvelles formes. C'est seulement par un regard externe que l'œuvre d'art a une forme et une seule, et que le traité a une méthode et une seule. Donc cette question du regard extérieur, j'y reviendrai. Et
je voudrais revenir à quelque chose qui a été amorcé hier, la question de qui parle, hein, à qui et pour qui. Et pour qui cette question de l'adresse, on va le voir si j'ai le temps d'arriver au bout de mon exposé, elle est fondamentale. Je dirais qu'elle finit par prendre le pas sur peut-être même qui parle. Hein. Alors on a vu parler à la place d'eux n'est pas la même chose. Alors parler d'eux ou parler sur, c'est par là que je commencerai. C'est pas tout à fait la même chose que de parler pour. Hein. Et parler à la place d'eux, c'est encore différent de se faire le porte-parole qui n'est pas non plus parler en son nom. Alors cette histoire de porte-parole, je crois qu'elle prend en ce moment des infléchissements assez intéressants, notamment, je crois que c'est assez stimulant, même si c'est un peu compliqué quand on vient du paysage classique de la philosophie cartésien, anthropocentré, de suivre ces infléchissements, mais néanmoins il me semble qu'il redynamise la pensée. C'est donc porter la parole, hein, le porte-parole, il y a donner voix et non pas faire parler, hein, même quand le faire parler a pour viser le faire entendre. Et c'est plutôt être le passeur d'une parole qui n'est précisément justement pas faire parler, où il y a toujours quelque chose d'une forme d'injonction. Et donc ces questions, elles se posent en ce moment en particulier littéralement à propos de ceux qui ne parlent pas, les non-humains. Et il me semble qu'il y a là une reprise de cette question du porte-parole qui réfléchissent toutes les difficultés qu'il y a à donner voix, notamment avec le Parlement des choses, chez Latour, mais d'autres. Hein. Et je crois aussi que cette entrée de nouveaux agents qu'on veut introduire dans l'espace démocratique, elle est assez féconde pour réfléchir à justement cette question du porte-parole entre humains, à travers la notion de diplomatie, hein, et qui est un peu l'équivalent, je pense, de la forme rhétorique de la prosopopée, qui est justement plutôt de l'ordre d'une négociation, et donc d'une relation qui est peut-être plus réciproque, moins asymétrique, que celle où on donne sa voix sans jamais pouvoir la reprendre. Au sens où c'est la question de la délégation qui demande à être repensée. Alors je dirais, il y a un premier niveau d'analyse sur cette question qui parle comment, à qui. Et je vais passer très vite, celui des mots dont on dispose, puisqu'il en a été question hier pour dire la pauvreté. Et souligner quand même, ça a été suggéré peut-être, mais que le langage est vraiment un lieu de lutte, hein, et que parler, c'est s'inscrire ou pas dans un certain ordre du discours, ou dans l'ordre du discours. Donc je dirais que les combats pour la prise de parole, ils sont indissociables des luttes qui se font dans et sur la langue, des débats qu'il y a aussi sur le sens et l'usage des mots, des usages contestataires du langage. Et, hier, il a été question du bégaiement. C'est faire, hein, comme dit la langue mineure, hein, la faire bégayer, comme dit Deleuze. Et je crois aussi que c'est donc trouver des pratiques qui infléchissent les usages, les renouvellent, les revitalisent. Et donc, ces pratiques, elles témoignent d'une confiance dans le pouvoir du langage, qui est bien sûr vu comme un outil d'oppression, mais s'il est un outil d'oppression, il est forcément aussi, de manière sans doute un peu moins évidente, mais quand même un outil de résistance, un moyen de résistance. Il y a donc un pouvoir producteur du langage, et je dirais qu'il y a un lien toujours qui est à la fois sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique, et c'est ça sur quoi je voudrais insister, entre le fait de souligner cette performativité du langage, le travail de dénaturalisation aussi, et le fait de donner droit à des différences, de montrer que l'ordre social est contingent et qu'il y a moyen de le transformer. Ce que le langage fait, il fait l'ordre social, mais il peut le défaire aussi avec des discours dissidents. Donc, on a très vite parlé, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, des espèces de déplacements qu'il y a eu dans la désignation de la pauvreté,
Hein, et c'est vrai qu'hier, quand j'ai posé la question, je me suis dit, c'est peut-être le moment de retourner, de revenir à cette notion de pauvreté, qui est peut-être justement un peu moins anesthésiante finalement que celle de termes comme la vulnérabilité, la précarité, qui sont tellement recyclés, qui ont perdu de leur force, que finalement, le retour à cette notion permet aussi de lui redonner une dimension critique, hein, une vitalité qu'elle n'avait pas. À un autre niveau, ce serait celui des régimes de discours. Hein. Ce que j'ai appelé régime de discours, j'entends par là, je ne sais pas si le terme régime est bien, comment dire, bien, ça va être difficile. On va se battre, ça entendre. Régime de discours, j'entends par là une distinction qu'il y aurait entre le récit, on raconte quelque chose, la fiction, un essai théorique, un manifeste, une déclaration, et qui ont tous, ça me semble important, un rapport assez différent à la vérité. Il y a quand même quelque chose, je crois qu'on n'en a pas parlé du tout hier, cette question de la vérité du discours, elle me semble importante. Alors, cette perspective, elle implique peut-être de redéfinir le champ du savoir, ses limites et son statut. De quel savoir est-il question, peut-il être question, quand on tente de déplacer justement, d'interroger ce savoir hégémonique, le savoir savant, savoir académique, que je ne balaye pas pour autant de la main, mais qui me semble devoir être interrogé à la lueur de ce que Foucault a pu dire justement à propos de ces savoirs assujettis, qui me semblent en fait référer assez directement aux savoirs qui sont en jeu dans les collectifs dont on a parlé et qui sont aussi en jeu dans les pièces peut-être que je vais présenter. Donc un savoir, c'est le savoir des gens, comme dit Foucault. C'est pas du tout un savoir commun, donc c'est cette question de la singularité, de l'expérience de la pauvreté et des pluralités illimitées des formes, des expériences de la pauvreté, et un savoir particulier, donc un savoir local, un savoir différentiel, incapable d'unanimité, qui ne doit sa force qu'au tranchant qui l'oppose à tous ceux qui l'entourent. Donc c'est l'émergence d'une parole éminemment singulière qu'il faut affirmer, faire valoir. Et Foucault remet cette revendication dans un contexte qui était cette idée qu'il fallait arrêter avec le savoir, qu'il fallait donner plus d'importance à la vie qu'au savoir. Alors, ça signifiait en un sens une mise en question des connaissances, mais il me semble que ce qui est en jeu chez Foucault, je ne développerai pas le savoir situé chez Raouet, c'est vraiment cette question de l'insurrection, comme il dit, des savoirs assujettis, et cette idée que, justement, ce sont des savoirs non conceptuels, et qui, à ce titre, peuvent être disqualifiés par un certain type de discours, en l'occurrence celui pas je viens, mais celui dans lequel je baigne, parce que ce serait des savoirs, comme il le dit, insuffisamment, alors il le dénonce, élaborés, des savoirs naïfs, des savoirs hiérarchiquement inférieurs, des savoirs au-dessous du niveau de la connaissance ou de la scientificité requise. Donc ça implique aussi qu'on va, tenter de construire quelque chose d'autre que cette, on va dire, norme de la scientificité qui peut valoir dans le champ des sciences humaines et sociales, dans le champ de la philosophie. Et donc, ça me semble être aussi intéressant, cette question de pointer comme ça cette idée de faire place à des savoirs ordinaires ou profanes. Et ça me semble très important dans la mesure où, comme on va le voir, il y a une espèce de... Alors pour le coup, je dirais... il y a une supposée valeur qui est quasiment jamais discutée du savoir expert,
qui toujours, d'une certaine manière, va justement, c'est un savoir d'institution, et c'est là où me semble, la position de Foucault me semble intéressante, parce que ce savoir expert, il va toujours minoriser le sujet de l'expérience, hein, le sujet, on va dire, qui parle pour lui. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce discours? Alors, j'en ai sélectionné, je pense que je ne vais pas avoir le temps de vous montrer, mais bon, quelque chose... bon, j'ai pris la meilleure part du discours TEDx que vous devez connaître. Hein. J'ai pris Esther Duflo, donc, qui est invitée, et qui se prête au jeu de cet exercice extrêmement formaté et qui, donc, très vite, hein, voilà, alors je vais passer vite, dans la mesure où j'essaie de faire démarrer, si j'y arrive pas, je passe. Bon, c'est pas grave, vous allez imaginer. Donc, je dirais que sa conférence, j'ai noté, alors j'avais noté, mais ça a disparu, tiens. J'ai pris plusieurs titres des conférences TED, il y en a pas mal sur la pauvreté. Et donc, elles sont soit données alors, par des gens qui ont une parole d'autorité sur le sujet, comme Esther Duflo, mais elles peuvent être aussi données par, il y en a une que j'ai écoutée, Bono, hein, le chanteur de YouTube, qui fait une conférence sur la pauvreté. Le titre, c'est, j'ai oublié, je vous dirai, mais un titre assez, comment dire, entraînant, hein, sur le fait qu'on peut combattre la pauvreté. Il faudra que je retrouve, parce que là, je pensais vous la montrer. Donc, c'est un discours très formaté qui peut soit être le fait de personnes, de grands spécialistes de la question, qui ont souvent une forme de notoriété, ou alors qui prend la forme d'un storytelling. C'est, si vous voulez, la conférence à l'ère du divertissement, où des anonymes qui ne le sont plus tellement, prennent la parole pour faire part, comme ça, d'une situation dans laquelle ils se sont trouvés et de laquelle ils sont, en général, toujours sortis. Hein. Signifiant quand même, dans la majorité des cas, que finalement, c'est un peu comme ça que j'ai compris, quand on veut, on peut. Voilà. Bon. Alors, ça voisine à côté d'analyses très, comment dire, critiques, hein, comme celle d'Esther Duflo. Voilà. Une autre forme que je voulais vous montrer, et là c'est un peu dommage que je n'ai pas je les ai là, hein, mais bon, si on a le temps, on y va. C'est les conférences gesticulées. Alors là, c'est encore un autre type de format. Les conférences gesticulées, elles ont été produites dans le cadre de l'éducation populaire, qui a mis au point des formations et qui donne un certain nombre, un espèce de protocole pour produire ces conférences sur tous les sujets possibles. Hein. Donc là, c'est l'idée quand même qu'on est très souvent dans un registre très polémique, très, comment dire, critique à l'égard de la culture savante, sans être, à mon avis, pour autant dans ce que j'appellerais une contre-culture, et c'est là qu'il y a tout le problème, hein, de ces conférences gesticulées, où la parole ici ne peut revenir qu'à quelqu'un qui peut rendre compte d'une expérience qu'il a faite de la pauvreté, ou dans un contact très direct et pas ponctuel avec des gens en situation de pauvreté. Donc là, c'est quelqu'un qui a une femme qui parle pendant 1 heure, hein, de son expérience, avec pas mal d'excursus, et qui parle donc de l'expérience qu'elle a pu faire en tant que responsable, comme ça, dans un quartier, dans une association de l'accueil des gens en difficulté financière, et comment elle-même s'est trouvée aussi en but, hein, à ces difficultés. Donc, ces discours formatés, ils ont leur efficience, c'est des discours qui recueillent un public assez large, donc je dirais aussi que même si on peut les critiquer, ils ont une forme de... Il y a quelque chose, je dirais, pour reprendre un terme qui est très souvent utilisé, d'agentivité quand même, qui se produit dans ces discours, dans ces prises de parole, qui permettent de se reconnaître, alors dans un autre entre-soi, je dirais, que l'entre-soi des savants,
qui est l'entre-soi des militants, avec je dirais, oui, un discours qui me semble des fois pas très loin d'une forme de populisme. Alors, ça dépend, mais par exemple chez Franck Lepage, qui est un peu l'instigateur et qui est très présent sur le web avec ses conférences, il parle de la culture justement dans les deux sens du terme, pour tourner en dérision la culture. Il y a quelque chose lui, qui est sans doute pas loin d'un discours assez populiste et qui me semble aussi peut-être avoir ses limites dans la mesure même où c'est un discours qui est presque attendu à raison même de son formatage et qui est souvent, comment dire, un discours qui est très univoque et qui est très transparent, hein, donc très attendu. Voilà. J'ai combien de temps encore ? 4. Oh, donc, je vais ainsi maintenant m'intéresser beaucoup plus à la question des discours qui recourent à la fiction et montrer qu'il y a quelque chose de performatif dans la fiction qui me semble très intéressant. Alors, j'ai pris 2 exemples. Ça, c'est donc qui relève du format soit de la pièce de spectacle, soit ici d'une conférence performance, où vous avez là 2 avocats, donc c'est une performance qui est réitérée, plaidoyer pour une jurisprudence, c'est quelque chose qu'ont utilisé souvent les artistes pour éviter des reconduites à la frontière ou des expulsions de réfugiés. 2 avocats qui vont s'armer aussi de l'hospitalité du droit d'auteur. J'ai introduit le thème qui va être celui de la pièce d'après, pour forcer l'hostilité qu'il y a à l'égard du droit des étrangers. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail sur le droit d'auteur grâce auquel les artistes peuvent associer ponctuellement des gens qui sont en situation de reconduite à la frontière ou qui ont des problèmes de papier et qui en fait leur évitent juridiquement parce qu'ils deviennent les auteurs d'une pièce de devoir être expulsés. C'est intéressant parce qu'on voit aussi comment la fiction là, produit des effets réels et comment elle empêche, à travers l'association comme ça de personnes à une œuvre artistique, grâce au droit d'auteur qui est donc tel qu'il est présent en France, d'échapper comme ça à ce renvoi à la frontière. Une autre chose intéressante, c'est une pièce de théâtre, une pièce de spectacle qu'a proposé Massimo Furlan, qui s'appelle Hospitalité, après avoir été invité dans le Pays Basque à une résidence d'artistes, et après avoir discuté avec les gens d'un village sur qu'est-ce qui faisait problème. Ce qui faisait problème en fait, c'était que le prix, c'est un joli village du Pays Basque, le prix de l'immobilier grimpait. Et donc il leur a proposé, pour arrêter l'augmentation du prix avec la complicité du maire, donc d'abord dans le cadre d'une fiction, d'annoncer qu'il y aurait un centre pour immigrés qui serait créé dans le village. Alors, il se trouve que finalement, après bien des discussions avec les habitants, certains étant d'accord, d'autres ne l'étant pas, un travail de conversation qu'il remet en scène avec cette pièce Hospitalité, il y a eu accueil de migrants. Et donc, en fait, cette fiction a produit quelque chose comme un espace de... en même temps qu'elle a ouvert un espace de possible, elle a inscrit dans la réalité un accueil qui, a priori, n'était pas, évident. Donc, ça me semblait intéressant. Et pour terminer, alors là, je vais en parler très très vite. C'est vraiment un travail qu'on a bien connu il y a 2 ans en France, parce qu'elle était l'invitée du festival d'automne. C'est Lia Rodriguez qui fait un travail que je trouve extraordinaire, et dans la favela de Maré à Rio. Et je trouvais intéressant cette citation. À un moment, les gens disent la favela, c'est une banque de savoir. Et c'est cette idée qu'il y a dans la favela la production d'idées, d'actions, des formes de survie, des façons de développer des projets,
mais aussi toujours une précarité, une instabilité qui découle des inégalités qui ont un impact sur les corps. Et c'est là où je voudrais parler de quelqu'un qui vit maintenant en France, mais qui a été formé avec la troupe de Lia Rodriguez, qui est Volmir Cordero, et qui a publié en fait une version nouvelle de sa thèse ex corpo, sa thèse qui s'intéressait qui s'appelait Où le marginal danse, et donc alors là on verra pas, il y avait 2 pièces qui me semblent aussi très intéressantes. La première qui s'appelle Ciel, ça se passe, les titres de ces pièces renvoient à la rue, l'espace de la rue, et l'autre qui s'appelle Trottoir. Et donc, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que ça parle aussi parfois dans ses chorégraphies, mais c'est qu'il écrit à côté, et que voilà comment est-ce qu'il parle de la rue, et comment en fait il montre aussi à travers, on va dire, des pièces très incarnées, des figures différentes de la marginalité, et qui renvoie aussi à son histoire personnelle au Brésil. Et donc, voilà aussi, la rue invente des langues, des types, elle héberge les misérables, et elle prête sa scène aux artistes qui la prennent comme refuge. Le vagabondage est une excellente invention de la rue. La rue a inventé la classe, la race, l'angoisse, le sang. La rue ne nous échappe pas, on la connaît tous, elle rassemble les hommes, les manifestations sordides, elle est là pour nous, et nous croyons jouer le nous quand nous nous retrouvons dans la rue. Mensonge. Alors, pour conclure, je dirais que la situation, en fait, comme on dit, en situation de pauvreté, c'est ce que décrit aussi de manière aussi très, très, très joyeuse, en même temps que assez difficile, la pièce Trottoir. C'est ce qui désigne un certain degré d'adversité, dit Sartre. C'est donc pas, comme on l'a déjà dit, un état, mais c'est un processus, une dynamique que la performance, dans tous les sens du terme, peut déplacer, dont elle peut déplacer le cursus. Et pour terminer, je reprendrai cette formule très connue d'un artiste brésilien qui est Otis Chica, qui est donc de l'adversité. Nous vivons des adversités. Je vais pas prononcer parce que adversité vivemos. Et bon, c'est cette question du rapport à l'adversité qui crée aussi des seuils qualitatifs et qui fait que, d'une certaine manière, ces discours sur la pauvreté, je dirais qu'ils peuvent difficilement se réduire à cette dimension parfois très quantitative qui les qualifie dans les discours des spécialistes savants. Voilà. C'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas voir les... De toute façon, j'aurais pas eu le temps. Mais je tiens à votre disposition, enfin, je sais pas, on pourra les... Voilà. Cette position de modérateur, c'est aussi un lieu de prise de parole, différent de ceux qui ont fait la communication. Donc, aussi, la complexité des aspects qui sont lancés dans la table me propose, par sécurité, plutôt de n'essayer pas une quelconque synthèse, mais de passer la parole avec médiation pour le public, donc en ayant en même temps des questions que je puisse poser à ceux qui ont intervenu, et dans le sens aussi d'aller dans le sens dans cette possibilité qui m'a semblé intéressante du collectif et de l'individuel, et aussi de cette dimension de vous-même qui vous êtes engagé dans vos sujets d'analyse et qui vous en servez aussi des interviews,
en écoutant les gens et en portant aussi par rapport à ceux qui ont été interviewés, ils ont une réflexion par rapport au thème, le sujet de votre analyse. Donc, je propose, s'il y a des questions dans la salle, qui puissent être dirigées en différentes personnes. Voilà, l'interlocuteur. Voilà, un spécifiquement. Donc, voilà. Bonjour. Vous voulez vous présenter aussi? Oui, je suis Paul Cruz, je viens du Venezuela. Et voilà, je suis bibliothécaire et aussi un chercheur. Et j'avais une petite question pour Céline et pour Mathéos. Pour Céline, par rapport à la notion de négritude, il se trouve que des années plus tard que les travaux de Césaire et ses collègues, il y en a une révision de cette notion, notamment par des penseurs afro-descendants caribéens, qui se sont dit que cette notion n'était plus appropriée pour nous, et on proposait des autres choses, comme la notion de la créolité, notamment, qui est un peu plus récente que la négritude. Donc je voulais savoir s'il y avait des mouvements similaires au Brésil, s'il y avait eu des révisions de cette notion qui était un peu plus globale, qui ne touchait pas seulement la Caraïbe ou le Brésil, mais toutes les populations afro-descendantes, et s'il y a des mouvements comme ça qui révisent, donc cette notion qui était un peu trop générale pour certains penseurs postérieurs. Et pour Mathéos, je voulais vous dire un commentaire et une question. C'est-à-dire que votre communication m'a fait penser beaucoup au film Madame Sata, que c'est un film franco-brésilien, où il y a cette figure de la folle capoeiriste qui est capable de se battre. Et donc, je voulais savoir si, on parlait de ça avec ma collègue Aliane, s'il n'y avait pas peut-être des cercles de capoeiristas LGBT au Brésil qui s'approprient ce savoir ancestral pour l'adapter à ces conditions individuelles. Et puis la deuxième question, c'est par rapport à vous, en tant que chercheur, vous êtes LGBT, et je me disais, à niveau de réflexivité, quel était votre positionnement en tant que chercheur blanc au milieu d'une pratique qui a des origines africaines, afro-descendantes, et comment vous avez maîtrisé cette position à vous, avec vos interviewés qui étaient des personnes noires, prétas. Et donc, c'est tout pour moi, pour l'instant. Merci. Peut-être qu'on donne la suite aux réponses aux questions aussi de la langue, peut-être plus efficace. Je ne sais pas si on peut bien les demandes, mais c'est parler sous l'idée de négritude au sein du Brésil, des luttes contemporaines, c'est ça? Não. Tem uma reflexão que nega um pouco o conceito de negritude e está pensando no Caribe, especificamente, sobre o conceito de canonização. E se no Brasil há uma discussão em relação a essa questão, ou a crítica ao conceito de negritude. Não é nega, mas que vai adiante e faz a crítica. Pour être sincère, je ne sais pas, j'utilise, et il y a beaucoup de gens qui utilisent ce sens de négritude à partir de l'idée de Césaire, mais au Brésil, ce n'est pas un concept que tous les jeunes utilisent. Il y a des gens noirs qui l'utilisent, il y a des gens noirs qui ne parlent pas sur cette chose-là. Mais je pense qu'elle est au sein de l'idée de antiracisme. Parce que l'idée de négritude, elle établit une idée sur les gens noirs différente de cette idée-là que le racisme établit. L'idée de négritude mis les gens noirs aux d'autres statuts, qui c'est propre des gens, des êtres gens, que le racisme a quitté. Donc, n'utilise pas comme je ne sais pas, comme une
une chose qui c'est assez fortement parlé, ça, mais c'est ce point de vue au fond qui est les négritudes établit l'idée de gens noirs au-delà de le racisme, au-delà de l'esclavage. D'accord. Et donc, au Brésil, les luttes antirracistes, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et des actions, des choses que les gens font et parlent au-delà des négritudes. Okay. Mais négritude, c'est, comme nous disons, un pano de fundo. Un toile de fond. Un toile de fond. Oui. Mais les mouvements noirs qu'il y a au Brésil, il y a de très longtemps, ils ne s'occupent pas de parler sur la négritude. Il y a des gens qui pas contestent, mais problématisent la négritude parce pense que la négritude fait cet effet de réunir tous les gens noirs au sein de l'idée de négritude. Et donc, ne parle pas sur l'idée de singularité, de différence des gens. Hein? Donc, il y a des gens qui parlent sur ça. Mais j'utilise seulement pour penser cette idée qui est contre, c'est contrapõe au racisme. Non? Je ne pense pas beaucoup sur cette chose-là. Parce que je pense que cette idée, c'est absolument nécessaire juste pour établir cette différence, pour démarquer cette différence-là. Et les gens noirs, ce n'est pas seulement les gens qui viennent de l'esclavage, qui est mis de cette manière. Césaire parle, qui pense que les gens qui sont portés comme esclaves apporter avec soi-même d'autres choses au-delà de la possibilité de la pratique du travail. Hein? Qu'il a apporté les idées, les philosophes, les cultures. Et donc, c'est important, les négritudes, pour penser cela. Se eu entendi bem, ele ele me questiona a possibilidade de exemplos, né, de práticas de capoeira, de circos, de rodas de capoeira LGBTQIA+. Si j'ai bien compris, disons, tu l'as questionné à propos s'il y en a des cercles de capoeira LGBTQIA+. Eu tenho, né, eu conheço sim, e há uma pessoa, né, uma figura, uma artista mais conhecida hoje no meio da capoeira. Il y a aujourd'hui une personne plus connue dans le milieu de la capoeira. Ela se chama Puma Camilé, que é uma artista que trabalha com capoeira e vogue ao mesmo tempo. Qui travaille avec la capoeira et vogue. E ela se identifica como uma corpa travesti preta e da periferia. Elle se présente comme quelqu'un noir et corps, il y a un corps. Pas. Travesti. Oui. E ela desenvolve trabalho que se chama Capoeira para Todos, que seria Capoeira pour tu. Tous, avec S. E a presença dela e a fala, a força dela influencia muitos grupos de capoeira para fazer o mesmo.
sa dynamique et a de l'influence dans différents groupes de capoeira. Mas uma das minhas entrevistadas cita esse exemplo. Une des personnes que j'ai interviewées fait la citation de cet exemple, de la démarche de cet artiste capoeirista. Mas ela diz que é um trabalho foi muito difícil de fazer e ela terminou com o trabalho. Ela, digamos, a pessoa que tu referencias. Foi a entrevistada. Donc, en prenant référence de ce travail qu'elle fait référence, cet artiste que Matheus a nommé au début, disons, elle a dit dans l'entretien que ce travail a été très dur et qu'elle a arrêté de le faire. Porque não tem o apoio dos mestres, de vários mestres de capoeira, e porque há pessoas que falaram com ela que como o nome é Capoeira para Todos, ele não poderia fazer parte do grupo porque as outras pessoas não sabem da sua sexualidade. Ou seja, se ele fizesse parte do grupo, ele estaria assumindo sua sexualidade perante o público e para ele isso é um problema. Donc la complexité de mettre en avant cette démarche a été faite aussi, vient du fait que la personne qui est le professeur de la capoeira ne peut pas assumer sa situation sexuelle. Donc ça crée un blocage à pouvoir aller en avant de cette démarche. La question de la dénomination, disons, de s'assumer en tant qu'une divergence sexuelle autre, un statut sexuel autre. E há também um vídeo no YouTube de um mestre de capoeira falando sobre Puma Camilleri. Il y a une vidéo dans le YouTube d'un maître de capoeira qui parle à propos de cet autre capoeiriste qui a cette démarche de notre libération par rapport à la capoeira, en rapport avec l'identité sexuelle. Que ele diz que é importante respeitar a tradição, né, respeitar a capoeira como tradição, porque Puma propõe em uma apresentação artística movimentos de capoeira usando um salto alto. Donc il y a dans cette témoignage en YouTube, ce maître dit qu'il faut respecter la tradition de la capoeira. Alors un contrepoint par rapport à ce que propose le capoeiriste qui a sa démarche et qui propose de faire la capoeira avec les talons élevés. E a sua segunda questão em relação a uma prática de uma tradição afrodescendente, né, e indígena, que é a capoeira, como que eu me porto, né, como que eu estou me portando diante disso. Oui, et alors par rapport à la deuxième question, ta question, qui, disons, devant une pratique afrodescendante, comment moi que je suis blanc, comment je me porte par rapport à cette... Comment se posiciona? Oui, comment je me porte par rapport à cette action, cette activité, et donc, si on puisse dire ma démarche, ma lutte, oui. Comment ça peut être cette complexité de cette démarche. Eu queria dizer duas coisas em relação a isso. Je veux dire deux choses par rapport à ça. A primeira foi quando a forma com que eu busquei a capoeira quando adolescente, né, infância e adolescência, em que eu era uma criança afeminada e busquei a capoeira porque eu queria me tornar
masculino, com movimentos marcadores masculinizantes. Donc moi, quand j'étais ado, j'étais plutôt avec des mouvements pour féminin. Et donc, c'est ça qui m'a amené à la capoeira. C'est-à-dire, je cherchais dans la capoeira un moyen, une activité pour travestir et changer ma manière de gesticuler, de ces gestes féminins, connotés comme féminins. Dentro do que eu me propunha, né, dentro do que eu acreditava, ela me entregou o que eu busquei. Né, ela me entregou o que eu busquei. Ela capoeira. Ela capoeira. Donc, finalement, elle, la capoeira, m'a donné ce que je cherchais. E hoje eu entendo isso como a eficácia de uma homofobia que me foi implantada, né, que me foi construída. Moi, aujourd'hui, je ressens ça comme, disons, comme quelque chose qui m'a été, disons, transmis, imposé, disons, une identité masculine, une idée de masculinité que la capoeira m'a apporté. E é com esse corpo, com essa experiência, com esse corpo, que eu me importo diante do meu trabalho como educador e como capoeirista e como pesquisador na capoeira, como um homem branco, homofóbico e racista. Sim, eu acho que a gente precisa se reconhecer como tal. Né? Eu sou um homem gay, eu me reconheço com atitudes homofóbicas. E eu sou um homem branco, eu me identifico com atitudes racistas. E eu sou um homem, eu me identifico com atitudes machistas. Então, como eu me porto diante de tudo isso, é reconhecer que eu sou isso, que eu sou todas essas coisas e que eu preciso, dia após dia, melhorar o meu olhar sobre as coisas para aprender enquanto há outras pessoas morrendo, né, diante da situação. Então, é um olhar de respeito, mas eu acho que o respeito é muito pouco perto do que nós precisamos fazer, né? A gente precisa agir. Voilà, si j'ai bien compris. Parce que il faut que je reconnais à moi-même que moi, en étant blanc, en étant capoeiriste, et je porte à moi-même cette idée d'homophobie, cette idée de supériorité blanc, de raciste. Et donc, pour moi, c'est important de reconnaître que moi, en me présentant en tant que tel, en appartenant, disons, comme capoeiriste, malgré moi, je porte ça aux autres. Et donc, pour moi, c'est important disons, d'éclaircir tout le temps, de moi à moi, que je porte ça, alors je dois faire quelque chose pour, d'une certaine manière, de créer d'autres images et pour, dans certaines manières, d'aider, de porter disons, cette lutte en quelque part, parce qu'il y a des gens à côté qui puissent mourir par rapport à cette situation. Et donc, c'est pour moi important d'avoir cette prise de conscience, c'est la manière comment je peux la dépasser, comment je peux prendre conscience et faire des actions en voie d'un changement. E para finalizar, eu entendo que na capoeira, né, no meu papel na capoeira, como jogador de capoeira há 20 anos e hoje estagiário, né, da capoeira. Mon rôle dans la capoeira aujourd'hui, avec cette prise de conscience, enxergando essas lutas, né, enxergando essas necessidades, contribuir para o reforço, né, dessas lutas dentro da capoeira. Hoje,
eu contribuí, eu creio que eu contribuí para que minha mestra de capoeira se tornasse mestra e feminista, né, e mais discutir questões feministas dentro da capoeira. E hoje eu olho, né, eu questiono aos meus mestres de capoeira por que são tão brancos e por que são tão heterossexuais dentro da sua formação como mestre, né? Então, hoje eu me coloco no lugar de quem estuda sobre e permite que a tradição permaneça, porém olhando para os nossos comportamentos. Oui, bon, dans ma démarche depuis 20 ans dans la capoeira, moi, dans mon action, j'ai eu la contribution pour qu'une des personnes qui m'enseignait, une maîtresse, devienne une maîtresse féminine, une maîtresse qu'aujourd'hui porte et discute dans le cercle de la capoeira des questions de genre, de ces luttes que je pense qui sont importantes à apprendre à l'intérieur de la capoeira, à l'intérieur même d'une tradition. Disons comme la question de la tradition que je respecte, mon rôle aujourd'hui c'est aussi d'aider que la discussion porte en avant à l'intérieur de la capoeira, même avec mes maîtres qui sont des hommes, mais que en quelque part je puisse d'une certaine façon influencer, qui prennent conscience de toutes ces inégalités et tous ces espaces de diversité qui doivent s'ouvrir à l'intérieur de la concept de tradition. Merci. Oui, merci. Oh, ok, bon. C'est ça le terme de la table ronde, beaucoup de non-dits. Voilà que c'est aussi important, les non-dits par rapport à cette discussion des mots et des mots qu'on utilise. Donc, merci à vous. Merci.